Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur mon parcours. Il s'agit de Serge, le fondateur du site Comme un camion. Alors Comme un camion, c'est un blog de mode masculine qui est visité chaque mois par plus de 330 000 visiteurs organiques. L'équipe est composée aujourd'hui d'une dizaine de personnes et génère un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Ce qu'on va voir dans l'interview, ce que vous allez découvrir, c'est le parcours de Serge, de ses débuts en 2004 jusqu'à aujourd'hui, la success story qu'il connaît. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à tout de suite. Alors bonjour à tous, nouvelle interview aujourd'hui avec Serge, alias Joe, du site Comme un camion. Donc Serge est le fondateur de ce blog mode masculine, n'est-ce pas? Bonjour d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir avec Serge, c'est comment est-ce que il a réussi aujourd'hui avec son site à avoir plusieurs salariés, à générer 500 000 euros de chiffre d'affaires par an et avoir surtout plus de 330 000 visiteurs organiques par mois sur son site. Donc l'idée, c'est qu'on voit avec Serge quel est son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à avoir ce type de résultat. Donc salut Serge, est-ce que déjà tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Serge Matignan. Je travaille dans le web depuis 20 ans à présent. J'ai commencé en 2000 et en 2004, j'ai créé un blog qui s'appelle Comme un camion, avec une principale motivation qui était de mieux comprendre comment fonctionne un site internet. C'était vraiment la motivation de départ. Moi, j'ai une formation commerciale, marketing, et je travaillais en agence web. Et j'avais vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne derrière en termes d'HTML, de CSS, de graphisme et de référencement, évidemment. Et c'est vrai que le fait d'avoir mon site sur lequel je bricolais comme ça le week-end, ça me permettait, lorsque je recommandais à des marques, à des sites beaucoup plus importants, lorsque je leur parlais, à ma petite échelle, moi j'avais expérimenté des choses qui permettaient d'avoir un peu plus de crédibilité dans ce que je recommandais. Voilà. Donc c'était vraiment un terrain d'expérimentation à l'origine. Et donc c'est ton laboratoire à l'époque où tu te fais ta propre expérience pour du coup apporter encore plus de valeur à tes clients. Et à quel moment est-ce que ça bascule vers ton propre site où tu te dis là tiens je tiens quelque chose, j'ai envie d'aller plus loin? Ouais, ça bascule quand je me rends compte qu'il y a des gens qui le lisent, quoi. C'est vrai qu'au début, j'ai un petit slogan que le site était testé et approuvé par 2 lecteurs. Il y avait personne. Et puis, c'est vrai qu'on voit 10, 100, 1000. Et puis, qu'on voit qu'il y a 10 000 personnes qui nous suivent tous les mois, on se fait, oh là, dis donc, je vais peut-être m'appliquer un peu plus. Je vais peut-être écrire un peu plus souvent. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un bouche à oreille assez favorable. Ça faisait partie des premiers, vraiment des tout premiers blogs. Donc je l'ai su par la suite. Hein, les agences en parlaient. Lorsqu'on a commencé à parler de blog, tiens, regarde, Comme un camion, c'est sympa, le nom est rigolo. C'est vrai que le nom a beaucoup contribué à ce qu'on en parle. Et puis, au bout de 3-4 ans, il y a eu plus de 100 000 lecteurs. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à concevoir le projet différemment. C'était pas un projet d'entrepreneur à l'origine. C'était vraiment cet atelier. Mais à partir du moment où on voit qu'on a un lectorat, on commence à avoir différemment les choses. Et à cette époque-là, tu es tout seul? À cette époque-là, je suis tout seul. Je suis tout seul et pendant même assez longtemps, même lorsque c'est devenu mon activité à 100%, je suis resté tout seul assez longtemps, sachant que c'était quand c'est devenu professionnel, ça n'a pas été un projet d'entreprise, c'était un projet de vivre de cette passion, ce qui est déjà super satisfaisant, de se dire je vais pouvoir me consacrer à 100% à ce qui me plaît, à ce que je faisais jusque-là le soir et le week-end. Et du coup, deux questions. À quel moment est-ce que tu quittes ton salariat pour te lancer pleinement dans ce projet? Au bout de combien d'années? Et la deuxième, c'est à quel moment le SEO devient quelque chose d'assez central dans ta réflexion pour aller plus loin dans le business? Alors, je quitte quasiment 4 ans après, parce que j'ai créé en octobre 2004 et je crois que j'ai commencé en septembre 2008. Voilà, le premier jour de ma nouvelle vie. Je me suis installé chez moi devant mon ordinateur en me disant bon voilà, maintenant c'est à moi d'imaginer mon activité et le référencement a toujours été au cœur.
vraiment toujours au cœur pas depuis le début, parce que au début, je l'imaginais pas comme une activité, mais quand même assez rapidement, j'ai toujours eu cette réflexion à partir du moment où moi-même, je parlais de référencement avec les clients et que je leur expliquais l'intérêt pour son propre site, d'avoir du contenu, d'avoir une bonne structure, d'avoir du lien entrant. Évidemment, je l'appliquais à moi-même. Et c'est ce qui a permis aussi, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait 10 000 lecteurs, 20 000, 30 000 et un potentiel, de me dire je vais essayer d'optimiser ça parce que ça va être la principale source. Et c'était la principale, ça le reste, on y reviendra par la suite. Mais c'est vrai qu'à une époque où il y a les réseaux sociaux, on imagine que ça peut être la majorité, mais moi ça n'existait pas. Facebook était encore naissant, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Pinterest. Le trafic, c'était essentiellement du référencement et du bouche à oreille. Oui, donc du coup, tu es déjà convaincu par la puissance du référencement dans la mesure où au sein de l'agence, tu préconises déjà à tes clients et du coup, tu te l'appliques. Tu es le rédacteur de tous les articles ou tu as quelqu'un qui rédige pour toi sur le site à l'époque où tu fais vraiment tout de A à Z? Alors, au début, je fais tout de A à Z. J'ai pas Ouais. j'ai pas les moyens de toute façon de payer quelqu'un pour le faire parce que j'ai moi-même pas de revenus qui sont liés au site. Donc, je fais tout moi-même. J'ai dû commencer à prendre des pigistes, je sais pas, sans doute au début de la professionnalisation Mhm. en 2008, 2009. C'est aussi la nécessité pour se professionnaliser, c'est forcément de pouvoir créer plus de contenu et c'est là où j'ai commencé à sortir de cette logique d'en faire que un ou deux sujets par semaine, mais essayer d'en produire plus. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas de quitter ton job pour te lancer à temps plein? Et est-ce que tu avais des craintes liées à ça? Parce que c'est un peu faire le saut dans l'inconnu finalement. Oui, c'est un saut dans l'inconnu, mais qui était en partie quand même maîtrisé, parce que c'est vrai que j'avais pu expérimenter pendant 4 ans le soir, le week-end, cette Mhm. activité, donc valider le fait que ça me plaisait, le fait que ça intéressait, qu'il y avait un lectorat, le fait que j'avais commencé à avoir un début de monétisation sur ce peu de temps que j'y consacrais, donc en me disant de manière sereine, si j'y passe un peu plus de temps, le trafic devrait continuer à progresser et je devrais pouvoir le monétiser. Et puis, comme beaucoup, c'est aussi un projet de vie. C'est aussi un projet de vie à 30 ans de se dire, je vais pouvoir non pas me franchir de mon travail parce qu'il me plaisait, hein, mais potentiellement quitter Paris et pouvoir vivre différemment. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais légèrement anticipé d'ailleurs ce que j'ai quitté Paris en 2007. J'avais anticipé le fait que sans doute ça va être la possibilité pour moi de me mettre à mon compte et de pouvoir travailler en dehors de Paris. Ouais, donc tu faisais déjà les allers-retours pendant un an avant de quitter ton job du coup. Mhm. Exactement, exactement. Pendant un an, j'ai fait aller-retour. En l'occurrence, moi, j'ai quitté Paris pour Tours et je revenais à Paris tous les jours. Je mettais 1h20 porte à porte, ce qui peut paraître beaucoup, mais pour ma Mhm. part, j'ai vécu en banlieue parisienne et c'est globalement le temps que je mettais, donc ça m'inquiétait pas. Je Et confirme. puis, c'est beaucoup plus confortable de faire l'aller-retour dans le TGV que dans un TER sur la ligne B. Et est-ce que tu as regretté ce choix du coup de quitter le salariat pour te lancer à ton compte? Non, jamais, jamais. Ça, j'ai jamais regretté. Ce qui est clair, c'est qu'on a un sentiment de liberté, mais en même temps, il peut y avoir un petit stress lié à ça. C'est vrai que j'avais une expression assez rapidement, c'est que j'étais quand même condamné à réussir. C'est que je me voyais mal revenir en tant que salarié. Même si ça s'est toujours quand même bien passé, j'ai toujours eu des bonnes expériences et c'est aussi il y a aussi des satisfactions d'être salarié. Hein. C'est vrai qu'on a cette satisfaction le vendredi soir de se dire on est en week-end. Chose que j'ai connue notamment lorsque j'ai fini mes études. C'est vrai qu'en est étudiant, il n'y a pas vraiment cette transition parce qu'on a souvent des choses à faire le week-end. Quand on est salarié, potentiellement, le vendredi soir, on peut se dire ouais, ça y est, super, je suis en week-end, je débranche complètement. C'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, c'est plus le cas. Ça n'existe plus, donc c'est le seul regret qu'il peut y avoir. Mais moi, j'ai pas eu le stress de me dire peut-être juste au début, de me dire tiens comment je vais m'organiser. Et puis en fait, les choses étaient tellement claires que les journées passaient super vite. J'avais l'impression, au contraire, que j'avais pas eu le temps de travailler assez et je savais vraiment ce que j'avais à faire tous les jours. Donc Ouais, c'est parce pas qu'en quelque chose que plus, j'ai regretté. tu es dans un business passion, toi. Donc, Ouais, sinon, ouais, on n'a pas complètement. vraiment, même si on bosse beaucoup, on n'a pas forcément l'impression de travailler, en fait, finalement, parce que c'est quand même un travail plaisir, quelque part.
Exactement. Ça change tout, hein. On peut travailler 2 fois plus sans s'en rendre compte, hein. On peut travailler, c'est pas on peut d'ailleurs, on le fait, hein, sans doute, hein. C'est 2 fois 35 heures, hein. Je dois travailler 70-80 heures, surtout au début. Mais on s'en rend pas compte, on le subit pas. On y réfléchit juste par rapport aux gens qui nous entourent, de se dire, bon, de temps en temps, il faut quand même que je déconnecte, parce que nous, on vit pas cette contrainte de travailler. Enfin, on fait quelque chose de passion et c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Voilà, c'est quand même ce dont on a toujours rêvé quand on était ado, de se dire, tiens, plus tard, je ferai quelque chose qui me plaît. Bon, voilà, c'était l'occasion, en tout cas, de le consacrer, de le concrétiser et de faire effectivement quelque chose qui me plaisait vraiment. Parce que ça a lié, alors, par le référencement, mais avant le référencement, il y a de la création de contenu, il y a de la rédaction, il y a de la photo, il y a de la créativité, et tout ça, voilà. Au-delà des études commerciales et marketing, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé à cette dimension un peu créative. Ouais, d'ailleurs, la dernière interview que j'ai faite dans l'entrepreneur, c'était Ronan du site Homelisty. Du coup, j'en profite d'en parler, comme ça je mettrai le lien en haut de la vidéo. Il expliquait que souvent, quand on parle de référencement aux entrepreneurs, ça leur fait peur parce que c'est quand même quelque chose qui est connoté barbant, un peu chiant à faire. Et il disait qu'en fait, le référencement, c'est ni plus ni moins que de la création de contenu, en fait. Il faut pas forcément utiliser le mot faire du référencement sur son site, mais plutôt parler de création de contenu qui sont impactants et qualitatifs pour ses lecteurs, pour ses prospects, pour ses clients. Et là, pour le coup, ça intéresse beaucoup plus les gens. Euh, Toi, dans ton cas, c'était quoi la réflexion? Peut-être que la réflexion, d'ailleurs, elle a sûrement évolué entre tes débuts et aujourd'hui sur la création de contenu. Comment est-ce que tu t'y prenais dans les grandes lignes? Quelle était ta méthode de travail par rapport à ça pour avoir les résultats? Parce que bon, quand même, ton trafic organique, il croît au fil du temps. Donc, c'est que il y a vraiment jamais eu de trop de gros décrochés. Donc, c'est-à-dire que ta méthode, elle s'est affinée et ça a progressé lentement, mais sûrement au fil des années. Je crois qu'au début, j'étais sans doute plus organisé. J'utilisais des outils, des Mhm. tableurs. J'essayais de voir quelles étaient toutes les expressions que je pouvais utiliser, comment je pouvais les décliner. Et de manière assez bien organisée, effectivement, j'allais prendre chaussures, chemises, pantalons, tout ce qui était de mon univers, et de voir comment je pouvais le décliner en utilisant les outils qui allaient pouvoir m'inspirer et en utilisant mon tableur, en me disant de manière assez binaire, ça j'ai pas traité, ça je vais traiter. Et puis au fil des années, je pense que je me suis un peu affranchi de ça, parce que forcément il y a un peu plus de contenu. Puis il y a une communauté aussi qui fait que j'écris des articles qui répondent aux questions que se posent les personnes autour de moi, que ce soit des lecteurs, que ce soit des copains. Parfois c'est tout simplement en discutant avec des copains. Ils posent des questions et on se dit, bah tiens, bah, il n'y a pas meilleure idée d'article que de répondre à cette question. Donc aujourd'hui, je dirais, alors, sachant évidemment il y a une grosse base de contenu et je continue à l'enrichir voilà, en écoutant tout simplement les questions qui peuvent être posées autour de moi. Et comment tu captes du coup parce que là les gens qui vont nous regarder, ils n'ont pas forcément un site qui a une grande notoriété, pas forcément encore beaucoup de trafic. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance, qui a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'articles sur son site et parce que pour moi il y a deux écoles. Il y a effectivement soit tu es très cartésien dans ton approche, tu utilises des outils comme SEMrush, Answer the Public, Ahrefs, etc., qui vont te donner des volumes de mots-clés, de la concurrence sur chaque mot-clé, qui vont t'indiquer, par exemple, sur Answer the Public, quelles sont les questions que se posent les gens sur un sujet donné. Mais après, le Graal, comme toi, tu peux le faire aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté de gens qui t'entourent et qui te font part de leurs questionnements en matière de mode. Moi, typiquement, tu vois, avant de préparer l'interview, je me disais, ce qui pourrait être intéressant comme sujet sur Comme un camion, c'est comment entretenir sa coupe de cheveux en période de confinement. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je fais des interviews et je me dis à chaque fois, putain, mais je ressemble à rien, mes cheveux, ils sont trop longs, je vais pas me couper les cheveux à la tondeuse. Voilà, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des tondeuses? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'entretenir ses cheveux, sa barbe à la maison sans forcément aller chez le barbier, chez le coiffeur, etc. Et ça, toi, tu es capable de le capter parce que autour de toi, effectivement, tu as une communauté, tu as fédéré Il y a autour une de toi. communauté, ouais. Mais pour revenir au début, j'ai utilisé des outils que tu cites et j'aurais la même recommandation. Peut-être non, peut-être revenir à la base, peut-être même c'est la réflexion sur mon contenu. C'est vrai que au tout début des blogs,
j'en ai connu pas mal qui étaient assez diversifiés dans les thématiques abordées, et ça a été une de mes tentations. Mais de se dire, de définir bien une thématique. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai défini une thématique claire qui était la mode, c'est un peu plus facile de réfléchir en termes de référencement et d'être efficace autour de cette thématique, plutôt que de m'éparpiller à me dire c'est un média masculin et moi il y a plein de choses qui m'intéressent en dehors de la mode et j'ai envie de parler de plein de choses, mais je risque ça va être compliqué pour ma stratégie de contenu parce que je vais un peu dans tous les sens. Donc déjà c'est de se dire c'est quoi ma thématique. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une réflexion en utilisant des outils comme Answer the Public, par exemple, où je vais effectivement taper montre, chaussures et voir autour de ça toutes les questions qui peuvent être posées et ça me suggérer. Je pense que c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire, c'est quoi ma thématique? C'est d'avoir un thème. C'est vrai que le thème, c'est important pour le référencement. C'est important en termes de, voilà, là, pour le coup, c'était plus ma réflexion du départ. C'est important en termes de positionnement. C'est que le lecteur, il arrive sur un site, en quelques secondes, il doit savoir quel est l'intérêt de ce site, qu'est-ce qu'il y a promesse, comme contenu, cette promesse. Voilà, en 2-3 secondes. S'il y a beaucoup trop de choses, si en parcourant les articles, il y a beaucoup trop de diversité, il va un peu avoir du mal à comprendre le positionnement du site. Et donc, Google aussi, du coup. Hein? Et Google aussi va avoir du mal à comprendre de quoi il s'agit. Et Google aussi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a une thématique forte, le positionnement est beaucoup plus clair pour le lecteur et beaucoup plus clair aussi pour Google. C'est sûr qu'à parler de mode depuis maintenant 16 ans, c'est beaucoup plus facile d'être référencé à partir du moment où quelqu'un me pose la question de comment se coiffer en confinement, on va créer ce sujet. C'est sûr qu'on va être très bien référencé dessus rapidement. Mais le point de départ, voilà, c'est mathématique. Et avec ces différents outils, je vais imaginer quels sont les sujets que je peux traiter. Alors, je parle plus de sujets d'ailleurs que de mots-clés, parce que c'est vrai qu'on peut avoir la tentation de se dire je parle de mode, je veux être premier sur mode, je veux être premier sur mode homme, je parle de design, je veux que lorsque quelqu'un tape design et tombe sur moi, voilà, on sait très bien que ça c'est très compliqué. Dès le départ, il y a une réflexion de longue traîne et se dire non, de toute façon, je peux pas être positionné sur mode homme, peut-être ça va même être compliqué au début, mais par contre, je peux me positionner sur comment choisir une chemise de qualité. Voilà. Et ça a été depuis le départ aussi ma réflexion de me dire je peux pas me positionner sur un mot ou sur une expression limitée à deux. Par contre, je peux, fur et à mesure, trouver des articles, des idées d'articles qui répondent à des questions. Et si un sujet est vu par 1000 personnes, un autre par 1000, etc., j'aurai jusqu'à 10 000 lecteurs, ce qui sera beaucoup plus compliqué si je me concentre uniquement sur des mots-clés. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, c'est la somme de tous ces articles qui sont généralement des articles qui répondent à des questions, qui génèrent le trafic, plutôt que de me concentrer réellement sur des mots-clés. Alors, ce que tu viens de dire là, pour ceux qui vont nous regarder, tu viens de donner une pépite. C'est ce qu'on aborde d'ailleurs dans la formation que je vends moi aujourd'hui. C'est la partie quelle stratégie adopter quand on se lance dans le référencement. Parce que souvent, quand on fait une photo de ton site aujourd'hui, comme je l'ai fait hier soir pour préparer l'interview, on va voir que vous êtes positionné sur des mots-clés avec un très gros volume, de plusieurs centaines de milliers de recherches sur blog mode ou mode masculine ou des choses comme ça. Mais un débutant aurait la tentation d'aller attaquer des mots-clés avec un très gros volume. Sauf qu'en fait, c'est comme aller faire la guerre avec un bâton de bois. Il va faire face à des concurrents qui, eux, sont équipés d'un bazooka, donc il n'a aucune chance de se positionner. Et il va se décourager à créer beaucoup d'articles sur des mots-clés courte traîne, donc des mots-clés avec un gros volume de recherche, mais beaucoup de concurrence. Et effectivement, la stratégie, quand on démarre, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est d'aller cibler des mots-clés qui sont plus longs. Donc, voilà, comment choisir une chemise de qualité pour homme. Et ça va peut-être il va y avoir moins de recherche organique sur les moteurs de recherche sur ce type de requête. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile d'aller se positionner dans le top 10. Et c'est la somme de ces petits contenus qui vont bien se positionner, qui va créer la notoriété du site et qui va dire à Google, regarde, mon site, il est de qualité. J'ai ciblé 10, 20, 30 expressions clés sur lesquelles je suis positionné dans le top 5. Donc maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à des mots-clés plus concurrentiels avec des plus gros volumes. Et c'est souvent l'erreur que les débutants font, justement, c'est de faire une photo d'un site qui est le site référent dans leur thématique et d'aller regarder les mots-clés sur lesquels il est positionné.
enfin, si tant est qu'ils savent utiliser les outils pour le faire. Mais encore une fois, c'est ce que j'apprends dans la formation. Mais juste après, je leur explique qu'il ne faut pas succomber à la tentation d'aller cibler les mots-clés les plus volumineux parce que, effectivement, on a un peu les yeux qui brillent en se disant, tiens, il y a 100 000 recherches par mois sur ce mot-clé. Si je suis dans le top 3, je vais attirer 100 000 visiteurs sur mon site. Sauf que c'est illusoire. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le SEO, c'est quelque chose de plus diffus qui va prendre plus de temps et ça nécessite une vraie stratégie basée sur se positionner sur des mots-clés de longue traîne et après d'attaquer la moyenne traîne et après la courte traîne. Donc, c'est exactement la stratégie que tu as utilisée au fil des années, en fait. Exact. Et puis c'est vrai que ce sujet, de toute façon, de longue traîne, il y a aussi, je peux faire venir quelqu'un sur le site, c'est bien, mais le but aussi, c'est de le conserver. Et c'est vrai que sur un sujet, comment choisir une chemise de qualité pour homme, bon, c'est comme un article, il a pas tapé la question, donc il a quand même envie de le consulter. Il va passer du temps sur le site. Donc déjà, on envoie un bon message à Google. Il va sans doute continuer, il va revenir. Et c'est peut-être en termes d'acquisition, c'est aussi une acquisition qui est un peu plus intéressante que d'être sur une expression générique du type mode homme où le mec ne recherche pas forcément quelque chose de précis et va peut-être juste, effectivement, ça va me générer une visite sur le site, mais qui peut être très brève parce que il cherche pas forcément une véritable information. Donc c'est aussi se poser la question de savoir sur quel type de contenu je veux me positionner pour présenter mon site de la meilleure manière qui soit et le but évidemment c'est pas de faire un one shot et qu'il vienne une fois, c'est qu'il consulte réellement cet article, c'est qu'il découvre le site et qu'il a envie de revenir. D'ailleurs, pour illustrer ça, moi j'ai fait une erreur il n'y a pas très longtemps. J'ai créé un contenu qui s'appelle déco industrielle. Je voulais faire un peu le Wikipédia de la déco industrielle, donc vraiment le gros article de 5-6 000 mots avec plein de photos, plein de paragraphes, des optimisations d'intertitres, enfin, vraiment un article aux petits oignons. Référent. Et cet article fait un flop complet en fait. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, quelqu'un qui tape déco industrielle dans Google, on ne sait pas ce qu'il cherche en fait. Est-ce qu'il cherche de l'inspiration? Est-ce qu'il cherche à acheter un produit? C'est trop varié en fait comme intention de recherche. Et il aurait mieux valu faire un article comment aménager une salle à manger au style industriel. Et ça aurait été beaucoup plus précis, beaucoup plus niché, et on aurait adressé un besoin précis de l'internaute. Donc les indicateurs de performance que tu as cités, la durée de lecture, donc la rétention, le taux de rebond, etc., auraient été au vert et ça aurait donné des bons signaux à Google qui nous auraient bien positionnés. Donc voilà, c'est ce type d'erreur qu'il faut éviter. Et vous voyez, même moi qui, après plusieurs années, me forme, je continue à faire de temps à autre ce type d'erreur. Et effectivement, c'est beaucoup de temps passé à créer ce type de contenu et qui ramène déjà pas de visiteurs et pas de conversion parce que quelqu'un, encore une fois, qui tape déco industriel, si tant est qu'on soit bien positionné, il n'achètera pas forcément de produit parce qu'il n'est peut-être pas dans une intention d'achat. Et du coup, ça m'introduit la question que je voulais te poser. Tu fais face aussi à des e-commerçants, comme moi je peux le faire sur mon site déco. Comment est-ce que tu fais pour ne pas forcément cibler des mots-clés que les e-commerçants ciblent? Donc, par exemple, j'ai un exemple en tête, moi, un article que j'adore consulter sur ton site, c'est quel sneaker blanche choisir? Moi, l'été, je sais que j'adore acheter des sneakers blanches et à chaque fois, je regarde l'article s'il y a des mises à jour. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il était très bien positionné, cet article, hier, en faisant un peu de recherche. Comment est-ce que vous faites? Typiquement, cet article-là, vous n'êtes pas en concurrence directe avec des e-commerçants? Pas sur celui-ci, ouais, c'est ça, c'est qu'on est en concurrence directe sur une référence de produit, sur une marque, ça a beaucoup sur les marques. C'est vrai que nous, on a des fiches marques qui sont assez intéressantes en termes de référencement. Et en plus, qui existent depuis longtemps, elles existent depuis cette structure, elle doit exister depuis 2010. Donc, il y a même des sites e-commerce, beaucoup de sites e-commerce en réalité se sont lancés après, donc on avait déjà une antériorité là-dessus. Et ça m'avait fait observer, vous êtes pénible, vous êtes déjà bien référencé là-dessus. Mais évidemment, eux vont être concurrents sur la fiche produit parce que nous on crée pas du contenu genre basket, telle marque, tel type. C'est un petit peu moins le cas. Donc nous, on va plutôt rechercher les articles de fond, effectivement, de conseils sur comment choisir une paire de sneakers. Où là, on est un peu moins
moins en concurrence parce que ils vont moins développer ce type de contenu, ou alors sur un blog du site, mais sur lequel le contenu est beaucoup moins fréquent, et pour le coup, on aura un petit avantage concurrentiel par rapport à eux, à la fois l'antériorité et puis notre fréquence de publication qui est beaucoup plus importante, parce que c'est pas un blog de site e-commerce sur lequel on va publier un article par semaine, on en publie très régulier, un tous les jours. La régularité, ça serait que c'est important. Ça a toujours été le cas. Alors évidemment, c'est pas le même type de sujet que je produisais tout seul il y a 10 ans. Et on ne fait pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes sujets. Et puis après, on est concurrents, effectivement. On est concurrents sur certaines expressions où parfois on est devant, et évidemment, parfois ils sont devant. On est devenu concurrents au fur et à mesure, parce que lorsque j'ai lancé il y a 16 ans les sites e-commerce, en tout cas de mode masculine, il n'y en avait quasiment pas. La plupart étaient étrangers, donc pour le coup, j'avais pas ce problème de concurrence. Et mais en même temps, ça enrichit aussi mon contenu, qui est des sites e-commerce, parce que à l'époque c'était un peu plus compliqué. Je parlais uniquement de sneakers, de t-shirts qu'on pouvait trouver sur les sites anglais, sur les sites américains. Ça crée peut-être aussi un peu moins d'interaction que maintenant d'avoir la possibilité que quand tu tapes quel type de sneakers blancs rechercher, tu as les acteurs français, tu as les e-commerçants, ça enrichit aussi quand même le contenu. C'est aussi bénéfique quand même pour ça. Mais du coup, quelqu'un qui se lancerait, qui n'aurait pas l'antériorité que tu peux avoir, parce que aussi c'est ça qui joue, toi tu peux te permettre d'être concurrent des e-commerçants, parce que aux yeux de Google, il y a quand même un côté antériorité et qualité de contenu qui fait que vous arrivez à rivaliser. Moi aussi, j'arrive d'ailleurs à rivaliser avec des e-commerçants, parce que maintenant, après plusieurs années, Google m'accorde de la crédibilité. Mais quelqu'un qui se lance, encore une fois, je pense que la stratégie, c'est pas forcément de cibler des mots-clés que vont cibler les e-commerçants, mais plutôt de viser dans l'entonnoir de conversion. En fait, il y a le Graal, c'est d'arriver sur l'intention d'achat. C'est sneakers blanches Adidas pour hommes. Mais après, c'est peut-être remonter dans le tunnel, dans le côté informatif, c'est comment choisir une paire de sneakers blanches, quelles sneakers blanches choisir, etc. Pour se positionner en amont. Certes, le volume de recherche sera peut-être moindre. La conversion sera peut-être pas au top, parce que le prospect est toujours dans une quête d'information, il n'a pas encore fait son choix, il n'est pas encore décidé, mais tu peux du coup être en amont de sa recherche, lui apporter le conseil qui va faire la différence, et du coup, dans sa tête, il va se rappeler que ce site-là, c'est le site qui lui a apporté le conseil, et il reviendra dessus pour un autre achat qu'il aurait à faire, parce qu'il va aller rechercher de nouveau des conseils, et il se rappellera que ce site-là, comme un camion, lui a apporté le conseil qui allait bien pour trouver sa paire de sneakers. Et donc, c'est une stratégie qui est, encore une fois, en plusieurs coups. Quand tu démarres, de toute façon, tu peux pas te permettre de viser le mot-clé basket blanche pour homme, à mon avis. Non, c'est clair, ouais. C'est clair, tu fais au fur et à mesure. C'est vrai que, comme tu disais, aujourd'hui, on est référencé sur mode homme, mode masculine, blog mode homme, mais c'est venu au fur et à mesure. Enfin, blog mode homme, ça, c'était facile, vu que c'était un des premiers, qui ressortait assez rapidement. Mais ce qu'on peut faire pour quelqu'un de nouveau, c'est comme je l'ai fait au début, c'est d'être plus spécialisé. En l'occurrence, moi, parler de mode masculine il y a 16 ans, c'était une spécialisation sur un blog, sur un média. Ce contenu existait très peu, voire pas du tout d'ailleurs en France. C'était une spécialisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait parler de mode, d'ailleurs il y en a qui parlent de mode, bien sûr, ils peuvent être plus spécialisés sur un type de mode. C'est vrai que la plupart des médias qui se sont créés, sur un positionnement plus spécifique. Ils vont être plus sportswear, ils vont être plus streetwear, plus outdoor, plus running, pour avoir des spécialités. Moi, ma spécialité, c'était de parler de mode masculine, ce qui était réellement une spécialité il y a 16 ans. Mais après, en étant un généraliste, en parlant de mode, c'est vrai qu'on passe en revue quand même différents types de mode. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir cette même stratégie de niche en disant, moi, je parle de mode masculine, mais uniquement sur ce type de mode. Donc, ça va me permettre d'attirer un public plus ciblé là-dessus. Ça va permettre de me référencer sur tout un univers de marques, notamment, qui va être différent, parce que la galaxie de marques mode masculine est quand même très large. Lui va se concentrer peut-être sur une centaine, parce qu'il parle que de streetwear, il parle que d'une catégorie d'un style de mode, et ça s'applique évidemment au design, au jardinage, à
à tous les domaines, voilà, aux jeux vidéo, aux films, on peut se trouver une spécialisation et trouver forcément un public parce que on va être plus pointu sur un domaine. Voilà, il y a des sites qui parlent d'high-tech, eh ben, quelqu'un peut être spécialisé, je ne sais pas, sur le téléphone et devenir référent parce il sera considéré comme plus pointu sur ce domaine précis. Ouais, c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs ce que je vois dans les différents calls que je peux avoir avec des prospects ou des clients. C'est un peu contre-intuitif pour eux de se dire plus je vais être niché, plus j'ai de chances de réussir. Parce qu'ils disent ouais, mais du coup je me coupe d'une certaine partie des gens. Si je fais un blog mode streetwear, les dandys, les gens qui s'habillent pour aller au bureau en costume cravate, je vais pas les toucher. Oui, mais aujourd'hui, si tu veux te démarquer dans un marché qui a atteint un niveau de maturité qui est quand même important, c'est-à-dire que des blog modes, il en existe des dizaines, des centaines, je sais pas. Mais par exemple, moi, dans le secteur de la déco, effectivement, des blogs déco qualitatifs, il y en a au moins une trentaine, voire un peu plus. Donc, pour se démarquer, effectivement, il faut nicher davantage pour arriver à tirer son épingle du jeu, quitte par la suite à élargir le scope. Par exemple, toi, tu as peut-être démarré avec la mode masculine et aujourd'hui, tu fais du tatouage, tu parles de sites de rencontres, tu parles de rasoir, de tondeuse. Ouais, on parle de cosmétiques. Il y a effectivement, on peut avoir une spécialisation et quitte à élargir un petit peu. Alors, ça a été une réflexion d'ailleurs de savoir comment j'élargissais et par rapport à ça, on a quand même gardé toujours 90% de contenu mode, mais c'est vrai, et notamment par rapport à la demande de certains lecteurs qui nous considèrent comme un blog de mode masculine, mais qui nous considèrent de manière plus globale comme un média masculin. Donc, on nous pose aussi des questions dans d'autres domaines. Donc, sans trop s'en éloigner, de temps en temps, effectivement, on a parlé de tatouage, on a parlé de choix de lunettes, on a parlé ça va même arriver de parler de whisky, voilà, en fin d'année. Voilà, par exemple, les lecteurs nous demandent, parce qu'ils nous considèrent comme un média masculin, ils disent, tiens, est-ce que vous avez prévu un guide sur le whisky? Parce que c'est l'image aussi qu'on se fait d'un média masculin, on le voit un peu plus généraliste. Ouais. Mais on peut, c'est pas on peut, il faut commencer effectivement sur une cible beaucoup plus déterminée et quitte à élargir, mais pas trop non plus, parce que il faut rester quand même compréhensible par rapport à nos lecteurs et puis légitime par rapport aux premiers lecteurs. C'est aussi si le blog c'est un blog de streetwear et au final il parle d'une mode qui est complètement différente. Après, il faut accepter aussi que le média évolue avec nous aussi. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nos lecteurs non plus. Donc, le média peut également évoluer. Ouais, mais c'est ça, la force d'une communauté, c'est elle te suit, tu grandis, elle grandit et vous grandissez ensemble et du coup, les centres d'intérêt évoluent aussi au fil du temps. Mm. Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu as déjà eu des coups durs dans ton business sur le site et plus particulièrement d'un point de vue référencement, d'un point de vue trafic? Est-ce que à un moment, tu as eu des grosses sueurs froides et comment tu as résolu ça? Ah oui, j'en ai eu pas mal. Pendant plusieurs années, en fait, c'est moi qui gérais tout seul le site. Donc, je suis pas technicien, donc je me suis fait des bonnes frayeurs, hein. C'est des problèmes d'hébergement, le site planté pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, le site piraté aussi. Ça m'est arrivé de se demander comment j'allais pouvoir récupérer. Parfois, je me suis fait des frayeurs au point de penser que je récupérais pas la base, hein, que j'avais perdu 4 ou 5 ans de contenu. Je me suis fait des grosses frayeurs à ce niveau-là. Et malheureusement, au début, on est un peu obligé de passer par là parce que là aussi, on n'a pas les moyens forcément de se payer un prestataire pour administrer le site, passer par une agence. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me former, à essayer de comprendre moi-même comment je devais me prémunir de ce genre de risque, notamment en termes de stratégie de sauvegarde, de m'assurer effectivement que ma base de contenu, au cas de problème, elle soit bien à l'abri. Et maintenant, ça me paraît un peu lointain parce que c'est vrai, maintenant j'ai une agence, c'est un peu plus sécurisé, c'est pas un peu plus, c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Mais je me suis fait des sacrés frayeurs. Ouais. Je me suis fait des sacrés frayeurs où j'imaginais foutu en l'air 3-4 ans de travail. Il faudra que je te rappelle après l'interview pour voir comment je dois sauvegarder. Ouais, ouais, non, mais là, ouais, là. Oh non, mais ouais, je me rappelle passer du temps à discuter avec mon hébergeur, mais vraiment, je me suis fait des grosses frayeurs. Ouais. Et d'un point de vue SEO, comment est-ce que tu t'es formé du coup?
Point de vue SEO, alors déjà je travaillais en agence, donc c'est vrai que je discutais, je discutais avec, c'était l'avantage, je travaillais avec des développeurs, des intégrateurs, des designers, donc je discutais beaucoup. Je discutais aussi avec les clients, mes clients différents, il y avait différentes formes de clients. Il y a des clients où c'était juste un projet entrepreneurial, il y avait juste personne, mais parfois c'était des grosses sociétés, donc il y a aussi des échanges tout simplement avec des professionnels. Et puis j'ai lu énormément. J'ai été sur les forums, peut-être regardé peut-être les premières vidéos, et j'ai expérimenté. Je pense que voilà, c'est un des principes fondamentaux du web, c'est qu'on peut tout mesurer, donc on peut tester, mesurer, tester, mesurer. Donc j'ai vu ce qui fonctionnait. À une époque, notamment où Google Analytics nous donnait un peu plus d'informations, c'est vrai qu'il a, il a un peu censuré. Et, par exemple, sur les mots, expressions clés, quand j'ai commencé, il me donnait beaucoup plus d'informations. C'est vrai qu'il a un peu dilué ça. Et donc, j'ai testé tout simplement en permanence, voir ce qui fonctionne comme type de contenu. Je passais par là, de faire essayer de me positionner sur un mot-clé et de me rendre compte que non, c'était pas la bonne stratégie, d'en mettre deux, et de se rendre compte que c'était un peu plus efficace, et puis de travailler effectivement sur de longues expressions, et de me rendre compte au fil du temps, de me dire qu'effectivement, je visais pas forcément le plus gros du volume, mais au fil des ans, le cumul de ce contenu fait qu'effectivement, ça commence à représenter un trafic important. Et l'expérimentation, je pense que tout simplement, c'est un point important, c'est de pouvoir mesurer en permanence ce qu'on fait. On a une idée de contenu, on crée, et puis c'est de regarder au fil des semaines quelle a été l'efficacité de ce contenu. Est-ce qu'effectivement il a été vu, combien de temps, est-ce qu'il a généré des visites par la suite sur le site. Voilà, on peut tout mesurer, donc faut trouver les outils pour pouvoir le mesurer. Donc, du coup, tu as appris sur le tas, en fait. Tu t'es pas formé outre mesure parce que tu baignais un peu dans ce microcosme-là. Au final, tu as appris Ouais. pas mal en agence, Mhm. mais t'as pas eu le besoin de te former parce que tu avais déjà la base, en fait, finalement. J'ai pas eu le besoin, non, non, non. Alors après, pas forcément une bonne idée. Je pense que j'aurais peut-être été plus vite, Pour gagner du effectivement. temps, Puis effectivement. j'aurais peut-être gagné du temps, effectivement. Je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire d'ailleurs. Je pense que j'ai un peu gagné du temps. Mais au final, c'est quand même ce que j'ai fait. Parce que je m'occupe plus directement du référencement depuis quelques années aussi, parce que c'est vrai que m'occuper du référencement, c'est aussi une question de veille. C'est vrai, je passais beaucoup de temps à lire. Voilà, on sait que l'algorithme Google notamment change fréquemment, donc et il faut se tenir informé en permanence. C'est quelque chose qui prend du temps. Et lorsqu'on gère un site, on a beaucoup de choses à gérer en dehors du référencement, même si c'est un point essentiel. Donc c'est important de se dire, oui, je vais me former effectivement pour gagner du temps. Parce qu'on peut lire tous les contenus sur le référencement, mais on n'a pas forcément le temps de le faire. Donc ça peut être intéressant de suivre une formation et de se dire que en une demi-journée, j'ai peut-être gagné déjà une semaine de lecture parce qu'on va me faire un résumé avec les points clés. Et puis à un moment aussi, c'est intéressant de passer par quelqu'un qui est spécialisé. Donc même maintenant, moi c'est le cas depuis quelques années, je passe par une agence qui est spécialisée dans le référencement et dont c'est le rôle de faire des préconisations parce que c'est eux qui sont en permanence font cette veille. C'est eux qui font cette expérimentation sur différents sites partenaires, clients, de voir ce qui fonctionne. Et ça me permet de me consacrer un peu plus sur le contenu. Voilà, se dire effectivement, ils m'ont fait un ensemble de recommandations et moi, je vais passer un peu plus de temps sur cette création de contenu. Alors, c'est pas forcément eux qui me suggèrent les bonnes idées. Alors, si, en partie, mais la démarche que je disais d'écouter les lecteurs pour imaginer les contenus, ça, c'est pas eux qui peuvent, c'est pas une agence, c'est pas un prestataire qui peut le faire à ma place. Donc, ça me Eux, ils permet manipulent effectivement les de... chiffres, en fait. Pardon? Eux, ils manipulent les données que les outils leur donnent. Ils sont pas Ouais. experts dans la thématique. Donc, en fait, vous croisez votre expertise et vous réunissez le meilleur des deux mondes, finalement. Voilà. Ouais. Franchement, c'est vraiment une décision que j'ai jamais regrettée de me dire à un moment, je confie ça à quelqu'un. Voilà. J'ai mis du temps à le faire parce que je partais un peu du principe on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je me dis au moins ça va être bien fait, petits oignons, je vais passer le temps qu'il faut. Mais c'est aussi une tâche relativement chronophage et ça peut être aussi intéressant à un moment de se dire je vais faire confiance à quelqu'un. C'est une grosse partie de mon trafic, c'est une grosse partie
de mon business. Donc, autant le confier à partir du moment où je commence à avoir les moyens, le confier à quelqu'un qui sera vraiment spécialisé là-dessus. Et j'ai du mal à chiffrer, mais je pense que ça fait au moins 7-8 ans que je m'en occupe plus. Et voilà, je regrette pas du tout ce choix. Ça a permis de continuer à progresser et moi de passer plus de temps sur des activités où j'ai une valeur ajoutée plus importante. D'accord. Donc, vous voyez, on n'avait même pas répété avec Serge, mais en gros, toi comme moi, on a appris à la dure parce qu'on a dû expérimenter beaucoup de choses et faire des erreurs. Moi, si c'était à refaire, clairement, je me formerais. Bon, je le dis parce qu'aujourd'hui aussi, je vois une formation en référencement, mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont experts dans leur thématique, dont c'est le cœur de métier, de parler de leur activité, mais qui ne connaissent pas les rouages, les bases d'un bon référencement naturel. Et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas être visible sur Internet parce qu'on ne cible pas les bons mots-clés, parce qu'on ne sait pas comment trouver les bons mots-clés, parce qu'on ne sait pas comment créer un contenu qui sera performant aux yeux de Google et qui sera lu et plébiscité par les lecteurs. Et il y a quand même des choses qui sont assez basiques, qui ne sont pas techniques, parce que souvent, l'objection, c'est oui, mais le SEO, c'est barbant, c'est technique, c'est réservé aux geeks. Ni toi, ni Ronan, ni Frege, ni moi sommes des techniciens du SEO. Et on a tous plus de 60-70 000 visiteurs organiques, parce que c'est moi qui ai le plus petit score au final de nous quatre. Mais toi, tu as commencé plus récemment. Oui, moi j'ai commencé plus récemment, mais toi, c'est 330 000 visiteurs chaque mois qui viennent depuis les moteurs de recherche. Ronan, je crois de mémoire, c'est 260. Frege, là, il va atteindre la barre des 100. Là, moi, je suis en train d'atteindre la barre des 60-70. Et c'est exponentiel, en fait, c'est cumulatif. Il y a aussi ça, en fait, qui pour moi est vraiment le bénéfice majeur d'une stratégie basée sur du référencement, c'est que dès lors que tu produis un article, s'il est bien publié, si le mot-clé est bien ciblé, si tu as bien compris l'intention de l'internaute, que tu lui apportes une réponse et qu'en plus, vis-à-vis de ton business model, tu arrives à vendre ton produit, ton service ou ton produit affilié, ce qui est ton cas ou le mien ou celui de Ronan et celui de Frege, bah en fait, tu coches toutes les cases et cet article, au fil du temps, il sera toujours positionné bah voilà, si tu le positionnes dans le top 5, il va peut-être aller, au bout de 3 ans, il sera dans le top 10, tu fais une petite mise à jour, tu as des chances de remonter dans le top 5, et c'est toujours des centaines et des centaines de lecteurs qui vont venir quotidiennement sur cet article et qui vont potentiellement, pour un certain nombre d'entre eux, convertir en tant que clients, ils vont faire un achat. Et en fait, chaque année, on augmente notre chiffre d'affaires parce qu'on a déjà une bonne base d'articles qui continuent à produire des résultats. Et ça, pour moi, il faut accepter à un moment donné alors soit de se former de façon autonome, hein, comme tu le dis, hein, nous on a tous appris en achetant des livres et en lisant beaucoup d'articles sur Internet, et en étant en pratique, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Mais moi aujourd'hui, je me forme auprès des meilleurs aux États-Unis parce que j'ai compris aussi que c'était pas forcément une dépense, mais c'est plus un investissement de le faire. Et je vais pas apprendre énormément de choses à leur contact, mais il y a peut-être 2-3 éléments qui vont faire une différence dans mon business. Et c'est un retour sur investissement qui va valoir le coup parce que ce que je vais mettre en place aujourd'hui va porter ses fruits et je vais peut-être marger à plus 10, plus 20% par rapport à ce que j'aurais fait moi tout seul, par rapport à la formation qui m'a été dispensée, que j'ai achetée. Et ça, c'est un super investissement, ça c'est clair. De même, parce que de toute façon c'est comme ça qu'on génère plus de trafic, de même que l'investissement temps qu'on peut passer sur un sujet, c'est vrai que c'est un point important, avec un sujet conseil comme on les a évoqués, comment choisir une paire de sneakers blancs, c'est des heures et des heures de travail. On même parfois plusieurs jours ce type de sujet. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment de se dire c'est un investissement. C'est que cet article il va être vu demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an et potentiellement dans 5 ans, dans 10 ans, comme tu disais, en ayant une petite mise à jour. Alors ça dépend évidemment aussi de l'environnement concurrentiel qui est le nôtre, mais si l'environnement est plus concurrentiel, ce sera pas une petite mise à jour tous les 5 ans, hein, ce sera un peu plus fréquent. Mais il y a aussi cette dimension d'investissement, de se dire qu'effectivement j'y ai passé beaucoup de temps, mais cet article va faire partie dans les 5-10 prochaines années peut-être de mon top 10, top 20, top 50 des articles les plus. Et c'est ça, moi, la principale objection, la principale difficulté, le verrou que je dois essayer de faire sauter auprès de mes prospects pour qu'ils deviennent mes clients, c'est que souvent, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que c'est peut-être les réseaux sociaux qui leur amènent une partie de leur clientèle. Et pour eux, c'est compliqué de se libérer du temps, davantage de temps pour produire des articles et de le faire de manière qualitative, parce que produire des articles qui sont pas bons, ça sert à rien non plus.
Donc, il faut accepter peut-être de perdre ce temps-là, enfin d'investir ce temps-là pour gagner plus par la suite. Ouais. Et moi, tu vois, à l'inverse, quand tu parles de réseaux sociaux, j'ai mis du temps à y consacrer du temps, en l'occurrence, parce que ça allait à l'opposé de ma logique de création de contenu et d'investissement, et de me dire, voilà, je consacre du temps pour un article, mais c'est un contenu qui va être vu durablement, alors que sur les réseaux sociaux, on est sur quelque chose d'éphémère. Donc c'est vrai, c'est le cas. Hein, tu vois en humain, mon curseur restera toujours sur la création de contenu. C'est ma culture, hein, c'est ce qui me génère le plus de trafic. Et même aujourd'hui où il y a des réseaux sociaux, si je dis cumule tous, et malgré le temps qu'on y consacre aujourd'hui, parce qu'on est plusieurs, ça représente guère que 5% de notre trafic. Donc le référencement reste essentiel dans ma stratégie de contenu. Après, il faut voir aussi, c'est l'apport en matière de trafic, mais aussi l'apport en matière de conversion. Parce que passer du temps à créer des stories sur Instagram ou des posts sur le feed Instagram ou des épingles sur Pinterest, c'est parce que typiquement on en parle avec Ronan. Ronan, il est arrivé au bon moment sur Pinterest et il a été mis en avant parce qu'il crée des épingles qui étaient au bon format, qui répondaient aux attentes du moteur. Et il a drainé énormément de trafic depuis le réseau Pinterest sur son site. Après, il faut voir, à trafic équivalent, quel est le taux de conversion d'un utilisateur qui vient de Pinterest sur un article de blog et quel est le taux de conversion d'un internaute qui a fait une recherche précise dans le moteur de recherche et qui arrive sur un contenu qui lui répond par rapport à cette recherche-là. Si tu me dis, moi j'ai 5% de mon trafic qui vient des réseaux sociaux, mais ça représente 20% de mon chiffre d'affaires, bon, ça vaut le coup quand même d'investir sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de temps aussi. J'ai testé les réseaux sociaux. Je m'aperçois qu'il y a peu de trafic déjà par rapport à l'investissement en temps que ça nécessite. Et encore une fois, c'est du temps qui n'est pas investi puisque c'est du temps qui est consommé immédiatement. Et un post, il a une durée de 24 heures. Après, il faut recréer un post. Et donc, c'est toujours produire autant d'efforts de travail pour avoir le même résultat. En fait, c'est pas exponentiel comme peut l'être le trafic sur l'organique. Mais moi, j'ai testé beaucoup. Là, je t'avoue que ces derniers jours, ça fait des semaines que j'ai pas été sur Instagram, typiquement. Parce que, encore une fois, on a remobilisé les forces vives de l'équipe sur des choses qui vont nous rapporter des résultats sur du long terme et pas faire du one-shot, en fait. Ouais. Après, c'est difficile, c'est vrai qu'il faut néanmoins être présent. Alors, on sait, on devine que ça a quand même un intérêt aussi en termes de SEO, hein, de créer du lien sur Facebook, sur Pinterest. J'ai toujours été beaucoup plus Pinterest. Par contre, tu citais l'exemple. Nous, on a une forte communauté sur Pinterest. C'est vrai que ça correspondait plus à ma logique de contenu que de pouvoir organiser comme ça par thématique du contenu et de me dire qu'en plus potentiellement une partie de ce contenu, en fait, ce sont des visuels qui viennent de Comme un camion. Donc ça génère un trafic qui est relativement important. C'est notre deuxième réseau social d'ailleurs en termes d'acquisition. Et ce contenu, au-delà de son efficacité, ouais, il y a la notoriété. C'est ça qui est un peu différent. C'est une autre échelle. C'est que c'est pas forcément du trafic direct, mais la présence sur les réseaux sociaux contribue également à la notoriété du site parce que ce trafic que nous on connaît en utilisant des outils, évidemment, il n'est pas visible. Donc la popularité du site est jugée à travers les réseaux sociaux. Alors moi je l'ai connu à travers Facebook, donc connu ça au début, c'est que vu que le trafic, on ne le connaissait pas, le trafic du site pour les lecteurs, pour les partenaires externes, la notoriété, il l'a jugé par rapport au nombre de personnes qui nous suivaient sur Facebook, même si c'est évidemment un peu particulier, en partie faussé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 20, 30, ou 40 ou 50 000 personnes qui suivent la page, ça donnait une idée de la notoriété du site. Depuis quelques années, c'est clairement sur Instagram. Et même là, si on peut pas faire un lien direct, nous, typiquement, il doit y avoir 50 ou 60 000 personnes qui suivent sur Instagram. Sur le site, il y en a 500 000. C'est pas les mêmes ratios, mais ça fait partie, en tout cas, partie des indicateurs, enfin des choses qui doivent être prises en compte pour le référencement, c'est sûr. Et puis après, surtout pour la notoriété du site. Donc, il faut y être présent. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, comme toi et comme d'autres qui ont une culture du contenu, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité parce que le trafic est généré j'allais dire par Google, mais oui, clairement, voilà, aujourd'hui encore en très grande partie, c'est Google qui génère du trafic. Et après, sur un trafic de qualité, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pas quelqu'un qui est en train de flâner, c'est quelqu'un qui cherche une réponse à une question.
Mais quand tu fais du Pinterest, tu fais du référencement, mais c'est du référencement d'un moteur d'image en fait. Oui, puis ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que je fais du référencement, c'est que je m'adresse à quelqu'un qui est en train de construire un projet. Mm. On est moins sur son canapé en train de faire défiler des photos, on est potentiellement en train de construire un projet de déco, un projet de savoir comment je vais m'habiller pour un mariage, un projet de choisir une montre et je vais amener un trafic un peu plus actif sur le site de quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive par des épingles de montre, potentiellement, on va arriver sur un sujet, on va lui dire, tiens, quelle montre choisir pour ses 30 ans, pour ses 40 ans, et ce trafic peut être plus intéressant. Après, moi, j'avais lu un communiqué de Google, alors peut-être que ça a évolué depuis, mais comme quoi la notoriété des réseaux sociaux d'un site n'était pas pris en compte pour le référencement du site, justement. Parce qu'il y avait, personne ne connaît effectivement l'algorithme qui est utilisé par Google, mais le porte-parole, je crois que c'était Matt Cons, qui disait qu'en gros, il ne prenait pas en compte la notoriété sur les réseaux sociaux d'un site pour le référencement du site. Alors après, est-ce que ça a évolué depuis, etc. C'est vrai que ça reste quand même toujours une question qui est assez ouverte. Euh, Moi, j'ai pas forcément l'impression que ça soit le cas, parce que je te dis, moi, depuis quelques mois, on a un peu délaissé les réseaux sociaux et notre trafic organique ne fait qu'augmenter, en fait, parce qu'on s'est refocalisé sur la Ouais, création de contenu performant. c'est une bonne réponse. Ouais. Voilà. J'ai oublié la question que je voulais poser. Oui, YouTube, parce que YouTube, ce n'est ni plus ni moins qu'un moteur de recherche pour vidéo. C'est pareil, hein, Mhm. c'est le format article, c'est le pendant vidéo. Est-ce que vous avez l'objectif de vous lancer sur YouTube? Alors, ce serait plutôt un objectif de se relancer pour le coup, parce que la chaîne YouTube existe depuis une bonne dizaine d'années. Et voilà, petite anecdote, c'est que je faisais des vidéos il y a 10 ans, un peu sans pression, Ah oui, oui, j'en ai vu une où tu es dans un magasin à où je Paris. Là. filmais. Ah ouais, je filmais de manière assez amateur. Oui, je débarquais dans un magasin, par exemple, et je présentais la personne qui le tenait, ce qu'on pouvait trouver. Je faisais des vidéos comme ça dans des salons où je présentais des choses. J'ai fait des vidéos dans des boutiques pour expliquer comment entretenir ses chaussures. Et tout ça, je le faisais de manière assez amateur. Et puis ça s'est professionnalisé. Et puis au fil des ans, je fais, oh non, tu vas pas faire ta vidéo d'amateur. Bah non, 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 c'est pas possible. Maintenant, plus le faire. Donc j'ai hésité. Et c'est toujours le projet qu'on met, que je reste dans le carton en me disant, allez, il faudrait qu'on prenne le temps de le refaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai voilà, quand même le sentiment que ça nécessite un peu plus de professionnalisme pour le faire par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et puis, le problème dans la stratégie de contenu, c'est que ça coûte plus cher. Ça coûte évidemment plus cher de créer du contenu vidéo que du contenu rédactionnel, du contenu photo. Donc, il y a quand même la question assez immédiate de savoir comment le rentabiliser. Alors, si c'est pas immédiat, en tout cas, il faut que ce soit à moyen terme, hein, parce que c'est vrai que d'engager des dépenses pour créer de la vidéo, ben, il faut pas que ce soit pour 3 ou 6 mois. Idéalement, il faut que ça dure plus longtemps. Donc, il faut réussir à le monétiser. Mais la première source de monétisation, oui, ce serait d'avoir la confirmation qu'effectivement, ce contenu génère aussi du trafic soit sur le site, soit qu'on est capable de monétiser directement sur YouTube. Ouais, Mais c'est évident que le contenu, quelqu'un qui va taper une question sur comment entretenir ses chaussures, s'il a le choix entre consulter une vidéo ou mon tuto article avec des photos, j'ai bien conscience qu'il va regarder la vidéo, hein, évidemment. Donc c'est sur ce type de vidéo que j'aimerais aller pour que la personne qui aille voir la vidéo puisse découvrir potentiellement comme un camion et continuer. Mais pour ça, il faut réussir effectivement à trouver les bonnes personnes, avoir une régularité, parce que ça sert à rien. C'est un peu ce qu'on fait actuellement. On fait une vidéo et puis 6 mois après, on en fait une autre et puis 3 mois. Enfin, on manque complètement de régularité. Et là aussi, hein, c'est pareil. Pour être bien référencé sur YouTube, ben, il faut être récurrent, et être régulier. Et il vaut mieux publier une vidéo tous les mois, une bonne vidéo tous les mois que d'en faire une de manière, allez, d'en faire 3 dans la semaine et puis une 6 mois après. Là aujourd'hui, on manque complètement d'organisation à ce niveau-là et c'est un des gros sujets. C'est clair qu'en termes de référencement, c'est un point qui nous manque. Bon, ça sent le recrutement prochainement sur comme un camion d'un professionnel du montage de la vidéo. Ouais, 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 ouais. Bah, en l'occurrence, on a déjà des pistes, hein, mais c'est vraiment la monétisation. C'est surtout ça, c'est de se dire, ok, je me lance là-dedans, mais il faut qu'on arrive à le monétiser à moyen terme, parce que ça, les professionnels globalement, voilà, je les identifie, j'ai travaillé avec des personnes, mais
une heure de vidéo. Enfin, sans parler d'une heure, mais un tournage vidéo, ça coûte beaucoup plus Ouais. cher qu'un contenu. Ouais. Et aujourd'hui, c'est combien de salariés comme un camion? Alors là, on est 10 actuellement, mais il y a 2 alternants et une personne qui va finir son contrat, donc on va dire qu'on est 7. Ouais. Et puis j'espère que ça va continuer à évoluer parce que c'est vrai que c'est la possibilité aussi de créer un contenu de meilleure qualité. C'est la motivation première. Hein. C'est de se dire au fil des ans comment on fait mieux. Ben, on fait mieux en étant plusieurs, en étant plusieurs avec des spécialisations, d'autres rédacteurs, d'autres photographes, un vidéaste, des personnes qui ont envie de prendre la parole devant une vidéo. Comme ça qu'on pourra commencer à continuer à créer un contenu plus intéressant fur et à mesure. Alors c'est sûr que le contenu aujourd'hui, je pense que c'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'il y a 5 ou 10 ans. Après, j'espère voilà, qu'on l'améliore au fil des années et pouvoir continuer à recruter, bah, c'est sans doute la possibilité d'enrichir à nouveau ce contenu. Et si c'était à refaire, tu te serais entouré d'une équipe plus rapidement ou pas? Oui, Oui, mais c'était pas ma motivation première, en fait. C'est vrai que parfois j'ai eu la tentation de me dire, oui, je l'aurais fait plus rapidement, mais en fait c'était pas mon projet. C'était pas mon projet. C'était avant tout un projet de vivre de ma passion, de faire ça indépendamment, d'être libre de l'exercer en dehors de Paris. J'ai mis du temps à l'imaginer comme projet de société. Ce qui n'est pas forcément une finalité, hein, d'ailleurs. Hein. Faut avoir aussi conscience que gérer des personnes, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. J'ai entendu plein de gens qui m'ont dit, bah non, moi j'ai pas envie d'avoir des salariés, j'ai pas envie de gérer potentiellement des problèmes, des incompatibilités d'humeur. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé réellement à le faire, je me suis rendu compte qu'effectivement ça me plaisait. Ça me plaisait, que j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant et effectivement de pouvoir le structurer. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Peu à peu, voilà, c'est toujours ma stratégie. Je gère ça en bon père de famille, comme on dit. C'est J'ai l'expression l'impression que j'ai. d'entendre mon comptable et mon notaire réunis dans la même Ouais, personne. je crois que c'est mon premier comptable qui a dû me dire ça quand on parlait de financement. Et je crois que j'avais entendu l'expression il y a une dizaine d'années. Mais voilà, dans le sens que je dépense l'argent que lorsque je l'ai gagné. Tu vois, il y a pas de folie dans ce que je fais, mais au moins c'est bien géré. Après, tu peux avoir la frustration de te dire que ça va pas assez vite, mais au moins c'est bien géré. Un dernier conseil pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont encore des réticences à se lancer sur une stratégie basée sur la création de contenu performant. Ben, le conseil, comme je disais, c'est d'avoir une ligne éditoriale, voilà, de savoir de quoi on veut parler, même si personnellement on s'intéresse à beaucoup de choses, c'est de se dire que sur le média, en tout cas, on va se concentrer sur un point. C'est de travailler. Alors, il y a pas de secret, c'est énormément de travail, c'est de la régularité et Mais comment tu... et de la patience, parce que en fait tout ça paye entre guillemets que quelques mois. Alors quand je dis entre guillemets, parce que quand je dis ça paye, c'est le trafic déjà que les moteurs de recherche vont nous apporter. Bah, il va apparaître au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut avoir le courage et la patience de se dire j'écris tout seul, quoi. Au début, on a vraiment l'impression, je Ouais, suis tout c'est la seul dans ma traversée chambre, du j'écris, désert, hein. ça intéresse personne, mais si au bout d'un moment, ça va finir par payer, si effectivement on a cette ligne éditoriale, cette rigueur et cette capacité de travail à produire ce contenu. C'est exactement ce qui figure sur ma page de vente. C'est le côté bâton de pèlerin, traversée du désert, faut être C'est ça. persévérant C'est vrai que c'est un peu la traversée du désert au début, ouais. parce que c'est vrai que quand tu crées des contenus, ils ont beau être bons, t'as beau avoir bien ciblé les mots-clés, apporter la réponse qu'il faut à l'internaute, mais tu vois pas le trafic arriver immédiatement. C'est pas comme une pub Ouais, sur les réseaux sociaux que tu vas payer tout de suite et tu vois du résultat tout de suite. Donc il faut c'est ça. savoir s'accrocher et ça peut paraître un peu ingrat au début parce qu'on voit pas les résultats alors qu'il y a énormément de travail, il y a une grosse débauche d'énergie, mais c'est en s'accrochant et en ayant la foi. Et d'ailleurs, je parle de toi, je crois, dans une de mes pages de vente, je sais plus laquelle. Euh, Moi, je sais quand on s'est rencontrés la première fois à Rennes, ça a été un gros déclic pour moi parce que quand on fait cette réunion, tu sais, le brief là d'équipe que tu fais chaque Le semaine, lundi. et quand je vois le chiffre d'affaires que vous annoncez, je me dis,
en fait, comme un camion, c'est 10 fois le chiffre d'affaires de Fort Intérieur. Et en fait, dans mon esprit, c'était pas possible de vivre d'un business en affiliation. Et je pense que parmi les gens qui regarderont cette vidéo, il y a peut-être des gens qui ont ce frein mental de se dire que c'est possible d'entreprendre et de vivre de sa passion en ligne. Et moi, je l'ai eu pendant très longtemps, ce frein-là. Tu vois, les gens qui me côtoient depuis plusieurs années le savent qu'il y a vraiment eu un shift entre le moment où j'étais tout seul avec mon blog et le moment où je suis allé à Rennes. C'est en ça, pour moi, ça a vraiment été une date clé dans mon business, c'est que ça a fait lever des verrous dans ma tête de me dire, bah en fait, si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu auras les mêmes résultats que Serge et son équipe parce que ils ont X années d'avance sur toi. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais, c'était la bonne voie pour moi. Tu vois, quand je dis à Ronan, sur Omnisty, tu as 200 000 visiteurs organiques, il me dit, oui, mais Romain, j'ai commencé peut-être à la même période que toi, mais moi, je suis à temps plein sur mon projet. Toi, tu es salarié, tu as 2 enfants en bas âge, tu as ton business de blog, mais tu en as monté un autre sur le SEO. Donc, il me dit, moi, je suis plutôt admiratif des résultats que tu peux avoir en faisant autant de choses en même temps. Et voilà, c'est ces gens-là que moi, enfin, c'est en fait que je voulais interviewer parce que pour moi, c'est vraiment motivant de voir des success stories comme vous pouvez les avoir. Et à chaque fois, la base de toute cette réussite, ce n'est que le travail dans le temps, sur la durée. Et on montre trop souvent sur Internet des gens, tu sais, côté bling bling, marketing de la frime, comme on l'appelle, où en gros, en 2 semaines, tu peux devenir millionnaire. Mais sauf que dans la réalité, moi, je veux pas défendre ça parce que ça ne me ressemble pas, c'est pas du tout authentique. Je suis plus proche d'un André Dubois qui va effectivement préconiser que le business en ligne, ça se construit, ça prend du temps. Et moi, je suis plutôt un adepte de cette vision-là, plutôt que du marketing de la frime. Et c'est en ça que je voulais montrer des exemples de gens qui sont peut-être plus dans l'ombre que ceux qu'on a l'habitude de voir sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais qui ont des réussites exceptionnelles, mais tout simplement parce qu'ils sont accrochés, ils ont travaillé dans le temps, durablement, et ils ont construit un empire, mais brique après brique, en fait. Le mur, c'est pas construit du jour au lendemain. Et c'est vraiment cette vision-là, moi, que je veux défendre. Et le SEO, pour moi, c'est le fondement de cette stratégie-là, qui prend du temps. Mais si on s'accroche et qu'on fait les choses correctement, qu'on se forme, on a des résultats qui sont exceptionnels et exponentiels dans le temps. Ouais, c'est clair. J'aime bien l'image de la brique, tu vois. Il y a eu une fondation. C'est pas de moi, c'est de Will Smith. Mais le travail, voilà, c'est tout simplement, il y a pas de secret, comme le boulanger qui se lève tôt pour faire du bon pain. Il faut travailler tout simplement. Et si on travaille, si on y croit, un jour ça paye, ça c'est sûr. Voilà, faut juste être patient. Ouais. C'est un travail de patience. Voilà, c'est vrai, on peut pas espérer des résultats au bout de 3-4 mois, et c'est au bout de 3-4 ans plutôt qu'on peut commencer à espérer avoir vraiment des résultats. Mais c'est possible. Donc, faites comme nous tous, hein. Vous êtes salariés, vous entreprenez le soir, les week-ends, vos vacances. Ça sera pas simple, hein. Moi, j'ai eu pendant pas mal d'années des détracteurs dans mon entourage proche, des gens qui comprenaient pas pourquoi je passais autant de temps à sacrifier autant de temps libre avec ma famille, mes amis. Mais au final, moi, j'ai eu cette vision long terme de me dire, je sacrifie des choses à court terme pour avoir des choses qui seront meilleures à moyen et long terme. Donc, c'est effectivement, ça demande une force de caractère importante. Mais tous les gens que j'ai pu interviewer, que ce soit toi, Ronan, Frege et ceux qui sont à venir, je pense qu'on aura à peu près cette similitude dans le parcours de s'être accroché et de pas avoir succombé aux sirènes du marketing de la frime, du résultat immédiat, etc. Et je pense que dans notre société, c'est important de rappeler que le travail, c'est la base de toute réussite finalement. On a tendance à trop l'oublier. Tout à fait. Je pense effectivement par des exemples exceptionnels. À la base, on voit la réussite souvent, mais on voit moins tout le travail qui a été nécessaire pour ça en amont. Ouais. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci Serge. Et puis à très vite. Hein. Merci Romain. À bientôt. Salut. Salut. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.